Un gars à Malte m'a dit, genre, quelle est l'évolution des acteurs du secteur du jeu? Tu sais? Alors j'étais genre, ouais, passons à cela. Il s'agit d'un plus grand nombre de lectures de premier plan dans l'industrie du jeu. L'IM, quel est le plus grand média, vous savez, en termes de création d'argent, je veux dire. Qu'est-ce que c'est que d'être votre ex le français et surtout le tchèque par rapport à l'ex-anglais et os en Turquie? Vous avez été en quelque sorte exposé. Aux deux, il y a une grande différence entre les deux, la taille des marchés. Mais comment montrer une sonde pour faire entrer le bâtiment dans le marché des actifs? Et quand j'allais sur les marchés noirs étrangers, pour faire un exemple, j'ai travaillé un peu en Italie. Maintenant je suis allé en Italie, j'étais genre, ok, je vais maintenant vérifier les meilleures plateformes pour acheter des fuites en Italie. Il n'y en a pas. Quoi? Il y en a, vous savez, 15 et ils ne sont qu'en Italie. Alors parlons de l'IA, vous utilisez beaucoup l'IA dans votre propre travail. Ouais, tout le monde utilise l'IA pour y parvenir. Pour nous, pas toujours dans le bon sens, mais pour tous les types de corps. Droite, donc ce sont les chahuteurs. Droite. Bien. Opérateur. Salut les gars, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue dans un autre épisode où j'interviewerai certains des experts SEO du monde entier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler à un autre résident de Chiang Mai. Donc, je ne suis plus à Chiang Mai, heureusement, mais un autre résident de Chiang Mai que j'ai rencontré à Chiang Mai et que j'ai rencontré lors de la conférence de Chiang Mai et qui en fait assisté à mon PC SEO Mastermind en 2022. Léo a été impliqué dans différentes entreprises, en commençant, je crois, avec Cdiscount, qui est un très grand site web de réduction français, puis en passant à différentes sociétés de jeux d'argent et sociétés de génération de leads, peut-être en tant que responsable du référencement ou dans un autre rôle de responsable du référencement. Alors mesdames et messieurs, bienvenue à Léo dans l'émission, s'il vous plaît. Ouais, merci, Joël, merci, c'est un réel plaisir d'être ici dans votre émission aujourd'hui. Et j'avais l'habitude de parler un peu dans la communauté SEO française, mais sans correspondre à la communauté internationale. C'est donc vraiment agréable pour moi de commencer à parler dans la communauté SEO internationale. 100%. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de manque d'influenceurs SEO français qui, vous savez, sont présents dans le milieu, je connais pas mal de choses sur la scène SEO française. Droite, mais ils ne semblent tout simplement pas, qu'ils participent ou non, mais ils participent définitivement. Ils ne semblent pas être sur scène ou avoir des influences et des choses comme ça, vous savez, faire des interviews et tout ça, autant que le font les autres personnes et tout ça. Et je pense que c'est un peu dommage parce que je pense que la communauté de Francesco est assez avancée. Droite, et il y a beaucoup de gens de très haut niveau là-dedans, et puis il se passe beaucoup de choses géniales. Ouais, donc, pour être honnête, je pense qu'il faut faire la différence, pas tellement se mélanger avec tout ce qui est international, vous savez. Nous avons des internationaux assez importants en France et c'est assez fou parce que nous sommes comme notre propre microcosme, vous savez. Comme les gens restent ici et continuent à travailler avec les Français, etc. Sauf que Gaël Breton est devenu international. Tous ces Français-là, ce sont des Français qui restent nationaux, vous savez. C'est un peu triste. La communauté franchisienne, je l'aime beaucoup parce que c'est comme ça, à mon avis, c'est vraiment avancé. C'est comme l'un des meilleurs au monde. Des publicités vraiment noires, mais pas les mêmes publicités noires que celles de la communauté d'Europe de l'Est, vous savez, sur le piratage informatique et des choses comme ça. En savoir plus sur les publicités noires, comme un peu de spam, un peu de création de liens à grande échelle, un peu de tout ce que vous pouvez trouver de Black Hat en les mélangeant à leur manière, vous savez. C'est donc toujours amusant d'avoir la communauté SEO française, qui est assez différente dans l'approche SEO de toutes les autres communautés SEO en général, vous savez. Et vraiment différent de celui anglophone, je suppose. Ouais, 100%. Et nous allons descendre de là, un peu plus tard. Je voulais juste vous demander d'abord, comment avez-vous commencé le référencement? Alors j'ai commencé à faire mes études. Je pense que je fais partie des 100 SEO qui ont étudié, vous savez, pour devenir SEO. Je suis juste comme l'apprentissage de l'hôtellerie et tout. Mais je suis tout simplement tombé amoureux du référencement, vous savez. J'ai juste commencé à faire mes études et après je me suis dit, ok, ce truc est tellement fou. Et je découvrais de nouvelles techniques par de nouvelles techniques. Et au départ, j'ai étudié l'informatique. Donc j'aime tout, vous savez, les trucs liés à l'informatique, tout ce qui touche au code que j'ai aimé explorer dans le référencement. Donc, sur le plan technique, c'était assez facile pour moi. J'étais en train de creuser là-dedans et c'est comme si j'adorais ça, tu sais. Je passais tellement de temps sur YouTube, tellement de temps sur chaque blog, tellement de temps à essayer des choses. Alors oui, j'ai fait un peu de freelance pendant que j'étais étudiant après, donc le taux d'intérêt était un type de programme où vous passez la moitié de votre temps à l'école, l'autre moitié de votre temps à travailler dans une entreprise. Je travaillais donc chez Cdiscount, qui est le plus grand site de vente au détail français que vous avez après Amazon, qui n'est pas français mais qui est quand même de grande envergure, vous savez, en termes de part de marché. Et puis, moi, je veux me ruiner. Donc, j'étais en France et je me suis dit, ouais, vous savez, je vais sur Twitter, je cherche un référencement à l'étranger. Et un gars, Malta, m'a dit, genre, nous recherchons des gens dans l'industrie du jeu, vous savez. Alors je me suis dit, ouais, passons à ça. Et donc, je suis à Malte depuis 2 ans et demi, où je fais beaucoup d'affaires d'affiliation dans le domaine des jeux de hasard.
Et après avoir déménagé en Thaïlande, j'ai continué à exercer mon activité d'affiliation dans le domaine des jeux d'argent et j'ai continué à le faire jusqu'à récemment, lorsque j'ai déménagé d'une activité d'affiliation dans le domaine des jeux d'argent à une autre activité d'affiliation. Oh d'accord, donc, vous êtes toujours dans le réseau d'affiliation, en quelque sorte, ouais. Ouais. À 100%. D'accord, alors, je veux parler un peu plus de la communauté et de l'industrie de Fred Chester. Parce que comme je l'ai dit, c'est assez avancé, et je n'ai pas mis mes notes. Je dirais que c'est plus obscur que la plupart des autres langues et la plupart des autres communautés et autres choses. Droite ? Et je dirais qu'il n'y a pas ce genre de dilemme éthique ou moral que nous avons dans le monde du référencement anglais où tout le monde pense que Google est une sorte de saké, vous savez. Et puis si vous ne respectez pas ces règles, vous êtes en quelque sorte un méchant. Droite ? Je ne pense pas que ce soit vraiment le cas sur la scène principale, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en quelque sorte, approuvent les tactiques du chapeau noir d'Aquin plus que les autres trucs. Quelle a été votre expérience avec le français et en particulier avec les scènes SEO françaises et anglaises, car vous avez été en quelque sorte exposé aux deux d'entre eux. Ouais, alors pour commencer, le plus drôle, c'est que le net est le point de départ de la communauté SEO française. Le premier SEO français que nous avons eu, qui a commencé en 1997 ou quelque chose comme ça, vous savez, nous appelions tout le monde en français, chaque SEO en français, nous l'appelions le pop du SEO, vous savez. Donc c'est le gars français, le gars au chapeau blanc, il a toujours été comme le gars au chapeau blanc et a tout présenté à la manière du chapeau blanc. Et puis, comme chaque génération suivante de référencement, tous ceux qui ont commencé en 2000 jusqu'en 2010, tous les grands noms qui ont été enfreints, ils n'ont pas tous été, vous savez, white hat. Pas vraiment un chapeau blanc, pas vraiment noir mais comme entre les deux, tu vois ? C'est comme accepter de faire le meilleur pour chacun d'eux, tu vois ? Donc, beaucoup de référencement et moi y compris, j'ai grandi et j'ai appris le référencement avec comme modèle, pas la première forme de référencement, mais la deuxième couche qui était comme tout le sang mêlé, pourquoi ce référencement utilise beaucoup de backlinking. Donc le netlinking était une chose importante en France. Et donc j'ai vu parfois ici encore sur Twitter et des trucs comme ça comme des gens de la communauté anglophone qui disaient « Oh non, tu ne devrais pas faire ça, tu sais, ce n'est pas dans les directives et tout. » Et en France, tout le monde se dit « Mec, tu devrais suivre les consignes, tu es juste mort, tu sais. Vous ne devez tout simplement pas suivre les directives. Ce n'est pas le jeu, tu sais, le jeu est juste le premier. » Nous considérons donc, je pense, que nous devons évidemment prendre certains risques, que sortir des lignes directrices fait partie du risque. Mais, vous savez, à la fin d'une entreprise, vous devez prendre des risques à un moment donné si vous voulez obtenir de bons résultats. Ouais, à 100%. Non, je ne pense pas que beaucoup d'entrepreneurs aient réussi sans prendre le moindre risque. Il faut alors prendre un certain risque pour obtenir la récompense. Droite ? Vous avez donc dit que vous avez effectué un travail considérable dans le domaine de l'industrie du jeu et dans le domaine du référencement du jeu. Que vous dites quelles sont les principales différences entre la configuration SEO des jeux d'argent en anglais et la configuration SEO des jeux d'argent non anglais ? Il y a donc une grande différence, qui est la taille des marchés et donc la taille des sites et l'argent que vous investissez dans chaque site. En général, si vous allez au Royaume-Uni ou aux États-Unis ou dans des pays comme ça, les sites qui fonctionnent sont vraiment de très grande taille. Quand je parle de très gros sites, c'est comme s'il s'agissait des plus grands sites du monde, vous savez, en termes de liens, en termes d'autorité, en termes d'argent investi dans ces sites chaque année, chaque jour, chaque année. Donc, en attente, le marché est plus petit, mais il est comparable au marché, vous savez. Vous passez simplement à un autre niveau. Après les différences vraiment principales lorsque vous entrez dans des marchés réglementés et des marchés non réglementés, dès que vous entrez dans des marchés réglementés et que vous restez dans des marchés réglementés, donc là où le casino en ligne est légal, vous avez comme tous les grands acteurs majeurs et des trucs comme ça. Si vous vérifiez le SERP sur le marché non réglementé où le casino n'est pas censé être légal, n'est pas légal et vous n'êtes pas censé faire des affaires d'affiliation dessus ou opérer dans un casino, ici c'est beaucoup plus noir et beaucoup plus, comme, dynamique, je dirais, en termes de superfacteurs. Ils ont beaucoup plus de petits acteurs, beaucoup plus d'endroits. Parce que je dirais que moins d'argent investi, moins d'argent est investi où, comme l'argent est investi différemment parce que vous savez que votre domaine ne restera pas éternellement dans ce type de marché. Je pense donc que la plus grande différence se situe entre la réglementation et la non-réglementation. Et entre l'anglais et le non-anglais, il y en a un gros aussi en fonction de l'argent investi dans les domaines et tout. Ouais, alors oui, il s'agit donc de nombreuses grandes entreprises, basées sur des actions, presque, vous savez, des entreprises d'une valeur de 1 milliard de dollars et ce genre de choses. Droite, ouais, et c'est comme ça, c'est fou, tu sais, c'est comme une grande société par action, une société publique, basée uniquement sur des activités d'affiliation pour les jeux de hasard, vous savez, et il y en a plusieurs. Ce n'est pas juste un d'entre eux, vous savez, mais plutôt plusieurs millions. C'est fou. Pour être honnête, c'est fou. Et je pense toujours aujourd'hui qu'il y a peu de grandes entreprises et aussi des entreprises qui sont publiques et qui font, par exemple, de gros chiffres et tout, mais ce sont comme des sociétés de médias, vous savez, comme le groupe de type Hugo à Dotdash Meredith et tout.
C'est comme les très grandes entreprises et les grands groupes médiatiques. Mais si vous vous concentrez uniquement sur les entreprises basées sur le web, je pense que les plus grands athlètes sont tous dans l'industrie du jeu et, tout comme ils sont presque les plus grands, vous savez, les médias, en termes de création d'argent, sur Internet. Donc c'est vraiment fou. Et maintenant, un message rapide de notre sponsor, Search Intelligence. Si vous recherchez des campagnes de relations publiques numériques, ce que vous allez voir devrait vous impressionner. C'est ainsi que nous avons obtenu des liens massifs pour notre client dans The Sun, un site web des R90 et de nombreux autres sites d'actualité britanniques. Nous avons utilisé les données librement disponibles sur YouGov pour découvrir simplement quelle est la marque de voiture préférée du pays et quelle marque les gens aiment le plus. Bien sûr, Rolls-Royce est arrivé en tête, suivi d'Aston Martin et de Jaguar. Nous avons rassemblé ces informations dans un court email et l'avons envoyé aux journalistes qui écrivent sur les voitures et au Bureau d'information nationale au nom de notre client. En quelques jours, notre client a été présenté dans tous les Sun ainsi que dans de nombreux sites de journaux régionaux au Royaume-Uni, obtenant 90 liens vers leur site web de comparaison de Crédit Buy. Le site web YouGo regorge d'histoires de relations publiques illimitées avec des données déjà disponibles gratuitement. Tout ce que vous avez à faire est de commencer à rechercher les données et de commencer à poser des questions sur les données. Vous serez surpris des campagnes de relations publiques illimitées que vous y trouverez et qui peuvent vous aider à créer une exposition massive et des liens vers vos sites web ou ceux de vos clients. J'espère que cette vidéo sera utile et inspirante. Je veux donc parler de la manière dont vous abordez la création de liens pour les marchés internationaux et autres. Droite? Parce que tu l'as en quelque sorte dit toi-même là. Il y a beaucoup de spam qui se produit, comme tout, comme, vous savez, la création de liens de masse et tout ça. Je sais qu'il semble également y avoir beaucoup de plateformes de création de liens françaises. Il existe donc de nombreux fournisseurs et vendeurs de création de liens français et d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des liens, et il y a même eu une controverse l'année dernière lorsqu'un gars s'est enfui avec quelques millions d'euros d'argent d'acheteurs de liens parce qu'il dirigeait une plateforme de liens et il a ensuite tout misé, malheureusement. Mais comment aborder la création de liens sur les marchés internationaux? Ouais, alors je vais vous raconter l'histoire de mon histoire pour la création de liens, car ce sera un bon exemple. Donc, je faisais mon link building en français, à l'ancienne, parce que j'opérais sur le marché français. C'était avec quelques courtiers de liens français. J'étais sur quelques plateformes. Au début, quand j'étais étudiant, je vendais des liens. C'était une bonne façon pour moi de gagner de l'argent. J'échangeais des liens sur des groupes Facebook, des trucs comme ça. Mais c'était tellement développé, vous savez. Il y avait autrefois tellement de plateformes. Il y avait, je pense, aujourd'hui, environ 15 plateformes, qui sont toutes de grandes plateformes avec des employés et tout en France. Et ainsi, C'est si facile d'acheter des liens. alors vous trouvez vos bonnes plateformes, votre préférée, celle avec la meilleure interface utilisateur, la meilleure expérience utilisateur, c'est comme vous choisissez vraiment un service, vous savez. Et donc j'ai passé tellement de temps dans cet écosystème. Et quand j'allais sur les marchés étrangers, par exemple, j'ai travaillé un peu en Italie. Et je suis allé en Italie. J'étais genre, ok, je vais maintenant découvrir la meilleure plateforme pour acheter des fuites en Italie. Il n'y en a pas. Et j'étais comme, quoi? Vous savez, nous sommes 15 et il n'y en a aucun en Italie. Et donc, je vérifie un autre marché et il n'y en a pas non plus. Donc c'est comme si j'avais réalisé que toute la plateforme de vente de liens était uniquement française parce que les Français étaient tellement enclins à vendre des liens. Personne n'ira exporter tous les sites et les envoyer à Google pour lire tous ces trucs comme ça. Vous savez, ils vendent des liens, mettez-les sur liste noire, mettez-les sur liste noire. Alors, j'ai réalisé qu'il fallait faire différemment en dehors des marchés français. Donc sur le marché français, super facile. Vous allez sur les meilleures plateformes que vous pourriez trouver. Vous pouvez m'envoyer un DM pour ça. Je pense qu'une recommandation est la meilleure solution de nos jours, vous savez, la moins chère. Et c'est facile. Vous achetez des liens. Tout est bon marché. Pas besoin de négocier. Alors, quelque chose. Si vous vous dirigez vers des marchés étrangers, c'est une autre affaire. Le mieux est encore de faire un peu de sensibilisation, vous savez, en pingant tous les sites qui sont, par exemple, dans le top 100 et en disant, nous utiliserons des envois postaux, vous savez. Mais, où vous trouvez aussi des courtiers. Il existe de bons courtiers. Mais c'est un peu plus compliqué que de simplement avoir une liste de 10 plateformes et de choisir celle que vous utilisez le mieux. Ouais, cela a du sens. Il semble y avoir une sérieuse saturation du marché en ce qui concerne les agences de liens, comme vous l'avez dit, en France. Et il y a, et c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens ont, il y a une sérieuse opportunité si vous êtes, vous savez, quelqu'un, par exemple, sur des marchés comme le Brésil ou sur des marchés comme l'Indonésie ou même le Japon et des choses comme ça. Droite, il n'y a pas vraiment de très bonnes agences de création de liens dans ces pays. Et si vous pouvez être juste, même si vous pouvez être l'intermédiaire, vous n'avez pas réellement à créer de liens, vous n'avez rien à faire. Droite, vous créez simplement une plateforme à partir du marché pour l'intermédiaire. Il y a d'énormes opportunités dans ces pays parce qu'il n'y a tout simplement personne pour répondre aux besoins. Un besoin. J'ai une histoire de fond là-dedans. C'était assez fou, tu sais. Donc, j'étais à un événement en France, et tout le monde disait, pas tout le monde, mais genre, j'accrocherais le public avec, genre, un vendeur de liens. Tu sais, comme lors des événements CO typiques en France, tout le monde vend des liens. Et donc, parce que j'étais dans l'industrie du jeu, j'étais comme, ici, en train d'acheter des liens.
Tu sais, eh bien, des liens à vendre pour moi. Et puis tout le monde est parti et j'ai discuté avec tout le monde. Et je leur disais à tous, pour être honnête, si vous voulez vendre des liens facilement, optez pour le Japon, vous savez. Tout le monde sur le marché japonais veut acheter des liens. Personne ne veut vendre des liens parce que les Japonais fonctionnent d'une manière différente pour les affaires et vous aident avec la vente de liens et tout. Alors je me suis dit, achète juste quelques liens GP néerlandais au hasard, tu sais, mets une traduction dedans. Il n'a même pas besoin d'avoir beaucoup de mots-clés, vous savez, tout le monde l'achètera pour plusieurs centaines d'euros juste parce que c'est japonais. Alors pour être honnête, foncez, vous savez, comme des conseils gratuits pour vous. J'achète des liens tous les jours au Japon. Il est impossible de trouver de bons liens. Donc même, comme, vous savez, un lien moyen, je les achèterai. Il existe donc de grands marchés pour la vente de liens. Il y a tellement d'opportunités d'être honnête. Ouais, 100%. Comme je l'ai dit, il y a tout simplement de nombreuses opportunités, surtout si vous venez de là-bas et que vous vous entraînez à parler la langue et tout ça. C'est tellement facile d'aller ouvrir ces marchés et de commencer à vendre. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, et il n'y a rien pour les satisfaire. Alors allez-y et démarrez une nouvelle entreprise demain. Je leur explique en fonction de cela. Alors, en parlant d'IA, avez-vous beaucoup utilisé l'IA dans votre propre travail? Ouais, pour être honnête, beaucoup, principalement pour produire du contenu. Je n'utilise pas Copa. Désolé pour toi. Je l'utilise simplement, TBT. J'utilise simplement GPT, un classique, et je suis dirigé par un bon humain qui a beaucoup de connaissances dans le créneau sur lequel il travaille, vous savez. Parce que je pense que GPT est le meilleur en termes d'écriture, vous savez. Genre, je ne sais pas, je ne me souviens pas exactement des statistiques, mais c'est comme, vous savez, le 1% du meilleur style d'écriture humaine, quelque chose comme ça. Mais pour les données, ce n'est pas vraiment bon, pour le format, ce n'est pas vraiment bon, pour beaucoup de choses, mais le référencement en général, ce n'est pas super bon. Si vous avez simplement une bonne invite humaine qui le fait correctement, vous obtenez le meilleur contenu que vous pouvez obtenir au monde en mettant simplement les bonnes entrées, les bonnes invites, les bonnes données, et vous vous retrouverez avec le contenu parfait. Ouais, cela a du sens. Voyez-vous une grande différence dans la production de contenu d'IA en anglais et en français? Ah, beaucoup de choses sur différents aspects. Je pense que le premier aspect, qui est intéressant, c'est que dès que vous utilisez GPD pour faire de la recherche, si vous faites de la recherche en français ou en anglais, vous obtenez des résultats complètement différents. Par conséquent, vous obtenez une inspiration complètement différente et vous obtenez des choses complètement différentes. Ce que j'aime faire, c'est utiliser GPD pour faire la recherche en anglais, puis lui demander de la traduire. C'est comme si vous en tireriez le meilleur parti en général, je pense. En français, vous avez globalement de bons résultats, pour être honnête. Ouais, c'est son GPD qui est bon en français. Il y a une langue où c'est beaucoup plus compliqué, typiquement le japonais dont nous parlons. Et le mieux, c'est de le mettre en anglais, puis de le traduire. Je pense que c'est le meilleur. Lorsque vous parlez la meilleure langue, c'est là que vous obtenez le meilleur contenu. Ouais, je pense que c'est le côté recherche dont vous venez de dire qu'il était probablement très intelligent, car les données d'entraînement en anglais sont probablement 100 ou peut-être même 1000 fois plus grandes que les données d'entraînement en français. Donc, le côté recherche en anglais sera bien supérieur au côté recherche en français, mais le côté rédactionnel pourrait être tout aussi bon en français et, vous savez, peut-être même meilleur qu'en anglais dans une certaine mesure. Les Français envisagent-ils d'utiliser massivement le contenu de l'IA? Est-ce qu'il y a juste du contenu IA partout maintenant en français? Ouais, je pense que nous en avons créé un peu, et ils l'utilisent. Donc en France, je sais que sur la scène internationale, c'est moins populaire, mais en France, les gens sont de plus en plus fous de Google Discover, depuis 2 ans. Mais quand je dis fou, c'est comme si tout le monde ne parlait que de Google Discover. Chaque événement est comme si la moitié de l'événement était consacré à Google Discover. C'est tellement drôle pour tout le monde parce que la moitié des gens vendent des liens et l'autre essaie de sortir sur Google Discover. Donc je pense qu'en France, à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de gens vraiment très avancés dans Google Discover. Et donc ils ont essayé d'automatiser tout ça avec l'IA et GPT. Beaucoup de gens utilisent donc beaucoup l'IA. Avoir de très bons résultats. Je ne suis pas sûr. Pas fou. Parfois, il y a des trucs sympas, mais pas, vous savez, comme des panneaux entièrement automatiques. Je ne pense pas que cela fonctionnera aussi facilement. Vous savez, les choses de base ne doivent pas être si mal faites. Mais oui, tout le monde utilise l'IA pour être honnête. Peut-être pas à chaque fois dans le bon sens, mais tout le monde essaie au moins. Ouais, c'est juste. Eh bien, j'apprécie que vous soyez venu. Existe-t-il un endroit où quelqu'un peut vous trouver en ligne et vous suivre pour plus d'informations? Sur Twitter, c'est là que je passe la plupart de mon temps, pour être honnête. Alors tu peux, lâche mon chapeau Twitter, quelque part dans la description ou n'importe quoi. Et oui, ça a été un plaisir de partager la même chose avec toi, Sean. Ouais, il y aura un lien dans la description ci-dessous. Merci d'être venu, et je vous retrouve dans le prochain épisode. Paix.